Je m'appelle Julien Birban et je présente mon premier roman qui s'appelle Les douleurs premières et j'ai eu l'honneur d'être sélectionné pour le prix Aznavour. Comment on peut le résumer? Les douleurs premières, l'idée de base c'est d'écrire un roman d'amour pour les gens qui n'aiment pas les romans d'amour. Donc ça parle d'amour mais à travers des sentiments très différents qui sont la colère, la révolte, quelque chose de très fort comme ça. Et donc c'est ce que je voulais faire. Je voulais parler de gens qui n'ont aucune envie de tomber amoureux, qui pensent que c'est très ringard, que c'est une mauvaise idée, et qui vont quand même tomber là-dedans de manière assez terrible. Et donc voilà, c'était un peu le principe de départ. Et donc ça se passe entre Paris, l'Italie, l'ouest de la France et Santiago au Chili. Voilà, ça bouge un peu. Pourquoi Paris? Paris, je pense que Paris, il y a un truc intéressant quand on veut parler d'amour, c'est que c'est une ville qui est sur le papier extrêmement romantique. C'est voilà, la ville de l'amour, etc. Et en même temps, il y a quelque chose de très très cru à Paris. C'est une ville où il fait gris beaucoup, il pleut beaucoup. C'est une ville qui est assez brute, quoi. Les rapports humains sont assez violents. Et je trouve que ce contraste fait on peut parler d'amour, en même temps on peut créer des personnages qui sont assez punk et qui sont assez modernes en fait. Je crois qu'il y a une image de Paris, l'image de Paris pour les touristes qui est justement très très romantique, et moi ça m'intéressait de casser ça en fait au travers de ce livre. Pourquoi un personnage féminin? En fait, moi mon idée à la base c'est que comme je voulais créer un personnage qui était en colère, je me disais que c'était normal que ce soit une femme parce que les femmes ont plus de raisons que les hommes d'être en colère. Ça c'était vraiment le... Moi je trouve que les hommes qui sont en colère ou qui pleurnichent c'est assez pénible, donc je me suis dit on va en faire une femme et puis elle aura tellement de raisons d'être en colère que ça va devenir quelque chose d'absolument indéniable quoi. Et donc j'ai pas réfléchi plus que ça, c'était pas un souhait particulier, je me suis dit non, voilà, je vais créer ce personnage féminin. Mais moi en aucun cas je m'exprime au nom des femmes, quoi. Je m'exprime au nom de ce personnage-là qui est fictionnel et c'était un exercice super intéressant. Mon idée au début, c'est que je me suis dit, ce livre c'est un peu un huis clos, quoi. C'est un peu un huis clos amoureux, il y a 4 personnages. Les autres personnages sont très très secondaires, on les voit à peine. Donc je me suis dit, on n'a pas besoin de prénom. Et en fait, au fur et à mesure de l'écriture, c'est quand même devenu un gros challenge, parce que c'est quand même vachement pratique d'avoir des prénoms. Et donc c'est devenu un challenge, ça a été compliqué, mais ça marche. Et d'ailleurs, beaucoup de lecteurs m'en parlent et me disent que c'est assez chouette quoi, d'avoir un roman comme ça sans prénom. À la base, j'avais pas d'idée. J'étais parti moi-même dans le nord de l'Italie une semaine après une rupture amoureuse pour me retrouver tout seul. Et je me suis retrouvé dans un tout petit appart, dans un petit village, exactement comme le personnage dans le livre. Et j'ai commencé à écrire. Et en fait, ce que j'ai écrit se retrouve dans les premières pages du roman maintenant. Donc c'était vraiment juste un espèce juste une catharsis, quoi. Genre voilà, je me casse, tout va mal donc je me casse, etc. Ça c'était vraiment le début, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a 4-5 ans. Après j'avais pas le temps ou la possibilité moi de vraiment d'écrire un roman, donc je suis retourné faire mes films, etc. Et après, en, euh, quand, quand j'ai enfin eu quelques mois pour écrire, je me suis dit mais je vais reprendre ça, et puis je vais construire une histoire là-dessus, et donc j'ai construit une histoire qui partait un petit peu de ce sentiment de fuite, quoi. Qu'est-ce qui peut mener quelqu'un à complètement quitter la ville, à quitter son existence et donc je suis parti sur l'idée d'une histoire d'amour particulièrement dévastatrice. Ouais.
En fait, j'ai écrit ce livre en partie dans un petit cabanon, en effet, dans le sud de la France. Et sinon, je l'ai écrit en fait principalement à Tokyo. Mais c'est vrai que quand j'écris, je m'isole pendant plusieurs jours, si possible plusieurs semaines. Ça, c'est vraiment, j'ai besoin d'avoir des journées sans aucun rendez-vous, sans aucune obligation. Donc j'ai pas besoin d'être au milieu de nulle part. La preuve, moi je l'ai écrit à Tokyo, c'est le contraire du milieu de nulle part. Mais par contre, j'ai besoin qu'on me laisse tranquille, quoi. Donc, ouais, tu me posais la question sur le processus d'écriture, c'est vraiment le plus important, c'est pour moi de me dire si je disparais là pendant quelques jours, personne ne va s'en apercevoir. L'influence de mon travail en tant que réalisateur, oui, je pense qu'il y avait un côté très visuel dans la façon de décrire les scènes. Après, pour moi, c'était plus dans la rythmique. Il y a des chapitres qui sont écrits, voilà, d'un paragraphe à l'autre, il y a un peu ce côté chant contre chant, on est dans la tête du personnage, puis d'un coup on décrit un autre, etc. Donc il y avait le côté chant contre chant, et il y avait le côté, les chapitres s'arrêtent un peu en cliffhanger, un petit peu, c'est très abrupt, de la même façon que dans les films, on essaie de tenir en haleine tout le temps le spectateur, donc ça j'essaie de garder ça. Mais par contre, dans l'écriture elle-même, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus libre et beaucoup plus intéressant que l'écriture d'un script. Ouais. Sartre, Sioran, c'est sûr, pour des raisons différentes. Donc dans le livre, je les cite vraiment très rapide, quoi. C'est le personnage qui fait des allusions. Disons, Camus, clairement, pour le côté révolté, c'est l'homme révolté. Moi, je suis absolument d'accord sur le fait que, à partir du moment où on ouvre les yeux sur ce monde, la réaction première, c'est la colère. Et pour moi, c'est une évidence. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir une réaction différente. Après, Sioran, moi, quand j'écrivais ce roman, je me disais, je voudrais que ce soit tellement intense et tellement désespéré que ça en devient drôle. Et en fait, que ça fasse marrer les gens. Et pour moi, Sioran, c'est le mec qui a presque inventé ça, quoi, où sa philosophie est tellement désespérée qu'en fait, tu te marres quand tu lis ça. Et je pense que dans ce roman, c'est ce que j'ai essayé de faire dans pas mal de passages, en fait. Donc ça, ouais, ça m'a pas mal influencé. Et après, moi, j'ai beaucoup lu de philosophie, j'ai étudié la philosophie à la fac. Donc forcément, ça m'inspire. Mais je suis assez loin, en fait, parce que je voulais pas que le roman non plus transpire la philosophie trop, quoi. Est-ce que tomber amoureux c'est devenir normal? En fait, pour moi, il y a quelque chose dont je parle d'ailleurs dans le livre, c'est Camus qui en parle. Il parle de l'embourgeoisement du cœur. Et moi je crois beaucoup à ça, je crois qu'en fait, quand on est amoureux, quand on est avec quelqu'un depuis quelques années, il y a cette espèce de confort d'embourgeoisement et c'est pas une mauvaise chose. Et je crois qu'il y a un côté assez normal, c'est-à-dire tout à coup on prend moins de risques, on fait, ne serait-ce que parce qu'on a un amoureux ou une amoureuse, on essaie d'avoir une vie un peu moins dangereuse, etc. Donc je pense qu'il y a un embourgeoisement. De là à dire que c'est une mauvaise chose, je sais pas. Mais je pense que ouais, c'est indéniable. Moi je crois qu'il faut qu'on se manque. Je crois c'est très difficile de garder quelque chose de puissant et de romantique quand on est vraiment toujours l'un sur l'autre, ça c'est une certitude. Après il y a des gens qui y arrivent, mais je pense qu'après l'amour se transforme en quelque chose d'un petit peu différent, une espèce de tendresse qui est aussi très très belle, quoi. Mais en l'occurrence là, ces personnages-là, ils veulent un truc fort et donc ils essayent de se rater, quoi. Mais ils se ratent pas et c'est ça que moi j'aime bien, c'est qu'en fait ils sont tout le temps ensemble. Donc elle dit ouais, il faut qu'on se rate, faut pas trop qu'on se voit, et puis elle revient le lendemain, et puis elle revient sur le lendemain. Donc, ouais. Effectivement, c'est pas de la tendresse, tu dirais que c'est la haine à l'envers.
je me suis dit, là, il y a un parallèle qui, moi, me semble beaucoup plus clair que de parler de douceur, de tendresse, etc. Parce que, pour moi, quand on tombe amoureux, on passe à travers des moments qui sont pas forcément tendres, quoi. C'est, au contraire, c'est assez violent. Et puis même, on connaît tout ça, des gens qui tombent amoureux, qui du coup perdent leur famille, leurs amis, etc. Ils partent dans quelque chose. Donc, je préférais comparer l'amour à un autre sentiment violent. Dans ce roman, tout le monde essaye de sauver quelqu'un, de protéger quelqu'un, sans se douter qu'en fait, là n'est pas le problème, quoi. Là c'est pas le sujet, quoi. Il faut être gentil, il faut être bienveillant, mais en fait, on sauve pas les gens, quoi. Mais en plus, elle aide les gens, donc ouais, elle essaye toujours d'aider les gens, mais elle est incapable de s'aider elle-même, clairement, mais elle aide les gens, mais sur des trucs. En fait, elle aide des inconnus, quoi. Et je trouvais ça intéressant de créer un personnage qui est particulièrement tendre avec les inconnus, mais qui, dans sa vie amoureuse, vraiment la sienne, elle est plutôt froide en fait. Plutôt rentre dedans, plutôt du genre à se barrer au bout de 2 jours, etc. Mais par contre, elle va rencontrer des inconnus et leur dire mais t'inquiète, tout va bien se passer. Les cœurs. Oh les cœurs, ouais. J'aime beaucoup cette expression. Tu vois, ils disent toujours des choses comme ça, oh les cœurs, ça va aller, et tout en le disant, même, on n'y croit pas, mais on le dit, quoi. Ouais, il dit, j'ai pas su te montrer que j'étais triste, il dit c'est con ce monde où on n'arrive pas à montrer qu'on est ému, qu'on est petit, qu'on est comprimé par la tristesse. Bah tu vois, c'est cette idée, on est comprimé par la tristesse, ce côté, on vit dans un monde où, mais tu vois, il suffit de regarder les réseaux sociaux, etc. Tout le monde a l'air hyper heureux, hyper épanoui, etc. Et les gens tristes, les gens en colère ils sont petits, ils sont pas forcément respectés, quoi. Donc en fait, je crois qu'il y a une pression sociale à être heureux tout le temps, qui est à mon avis absolument folle, quoi, qui est de l'ordre de la démence. Mais ouais, donc pour les garçons, je pense que c'est particulièrement le cas. Après, je crois que pour les filles aussi, les filles ont besoin de se blinder et parfois de cacher leur tristesse, leur émotion, parce qu'on va leur dire. Mais tu vois, par exemple, les filles en colère, on va les traiter d'hystériques. Un garçon en colère, on va avoir peur de lui, etc. Donc c'est des sentiments qui sont pas respectés, c'est des émotions qui sont pas respectées. Moi, je m'intéresse beaucoup ces émotions-là, au contraire. Déjà le titre, c'est ça, les douleurs premières, c'est expliqué dans le roman, mais c'est une théorie comme quoi on a tous une souffrance amoureuse au départ, et qu'après, quand on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, on va lui refiler cette souffrance. Et donc, moi je crois que ouais, c'est difficile de parler d'amour sans parler d'une certaine vengeance par rapport à quelqu'un qui nous a fait du mal avant. Donc on va tomber amoureux de quelqu'un en se disant cette personne est mieux que la précédente, je me suis vengé, etc. Ouais, je crois que moi j'y crois beaucoup à ça. Je crois que un amour pur me semble vraiment très très difficile. C'est terrible, il dit j'aimerais que que dans la prochaine vie tu aies envie de moi et moi non. Ça c'est terrible, mais voilà, pour moi tout y est, quoi. Il y a ce côté ok, je suis malheureux, j'arrive pas à avoir la fille que j'aime, donc je vais lui souhaiter quelque chose de terrible. C'est des sentiments qui sont très très noirs et qui, je pense, surgissent chez n'importe qui en fait. On le cache, on prétend, mais non, pas du tout. Moi, je souhaite le bonheur de tout le monde, mais n'importe quoi. Ça nous est tous arrivé de souhaiter à un ex ou à une ex d'être malheureux, etc. Donc, moi, ça m'intéresse. C'est hyper sombre, quoi. C'est pas beau, quoi, comme sentiment. Et du coup, c'est très intéressant. Mais ça c'est hyper intéressant, cette scène-là, ce coup de fil, il était moins terrible à la base, c'était un coup de fil qui était moins terrible, et on en a discuté avec l'éditrice, et qui m'a dit, mais
vue comme elle est vénère, elle pourrait dire quelque chose d'encore plus violent. Et du coup, je réfléchis, je me suis dit, bah tiens, elle va lui dire ça, et donc ouais, elle dit, j'ai l'impression que toute ta vie, quand tu poses des questions à n'importe qui, on te répond d'aller te faire foutre. Ouais, ça c'est... Énorme. J'adore les échanges aussi avec l'éditrice sur le texte, comment rendre le texte plus puissant. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé ça très très intéressant. J'ai pas du tout de problème d'ego avec ça. Si on me dit ce chapitre il est pas bon pour écrire, j'ai aucun problème. Moi, dans la première version du manuscrit, les fins étaient claires, quoi. Ça se finit pas bien pour lui, ça se finit bien pour elle, etc. Et en fait, l'éditrice m'avait dit, ça peut être pas mal de laisser un peu le lecteur imaginer ce qui se passe après cette scène. Et donc, il y a des choses qu'on m'a proposées. C'était jamais des demandes, c'était des propositions qu'on m'a proposé d'enlever, etc. Et ça, je suis très content d'avoir suivi ce conseil. Ce qui permet d'avoir des personnages qui, on les suit sur un laps de temps, et puis après, on sait pas trop ce qui se passe, quoi. Et ça, je pense que c'était vraiment un super conseil. Je crois qu'on est beaucoup comme ça, à avoir un vrai problème avec l'engagement, à être un peu toujours à faire 2 pas en arrière dès qu'on en fait en avant. Donc, et je pense que ces personnages-là, ils sont typiquement comme ça, c'est-à-dire comme j'ai dit, ils croient pas en l'amour, donc de mettre un mot comme ça sur un personnage, dire ça c'est mon copain, c'est ma fiancée, ou tout comme ça, c'est impossible pour eux. Donc ils vont dire c'est mon ami, comme on dit c'est mon compagnon, etc. Et moi j'aime bien ces mots parce que c'est des mots qui sont très beaux, en plus c'est des beaux mots, compagne, compagnon, ami, c'est des jolis mots, mais en même temps ça permet de fuir, quoi. Il y a un côté un peu lâche. Et donc elle en parle plus dans un moment très particulièrement tragique. Elle dit c'est dommage, j'ai pas réussi à dire petite Annie. Je crois que ça dit quelque chose sur l'impossibilité dans une grande ville, quelle qu'elle soit, d'être romantique et de dire bah voilà, on est ensemble, on s'aime, etc. Parce que l'ambiance n'est pas forcément propice, je trouve. C'est pas forcément la lâcheté, je pense c'est beaucoup plus facile de dire au revoir à une relation quand c'est une relation avec laquelle on avait une certaine distance, quoi. Je pense que le personnage principal, notamment, c'est une fille qui a toujours peur des ruptures, qui a une très mauvaise expérience de rupture amoureuse et qui, du coup, garde toujours une distance. Je crois qu'on décide d'aimer, en fait. C'est pas vraiment l'image habituelle de l'amour parce qu'il y a forcément un côté assez chimique, un truc complètement involontaire, mais je crois qu'on décide en tout cas d'être dans une situation où on se laisse aimer, quoi. On se dit bon voilà, je suis prêt ou je suis prête à tomber amoureux, et donc je pense qu'il y a quelque chose de très caractériel dans l'amour. C'est un truc qu'on décide. Ouais. Oui, à la fin, la cité du livre dont tu parles pour le grand rêve, etc. D'où est-ce que ça vient? C'est un truc personnel? La cité du livre, c'est très personnel. C'est en fait la librairie que tenait mon grand-père à Tunis. Donc, et qui est une librairie que moi je n'ai jamais connue, qu'il a dû abandonner. Et donc moi j'en ai entendu parler. J'ai vu 2-3 photos de cette librairie, mais je n'y suis jamais allé. Donc je me suis dit, on va faire un petit clin d'œil. Et donc c'est une manière de ramener dans le réel cet endroit qui n'existe plus. Donc il y a plein de petits trucs comme ça dans le roman, des petites allusions à des lieux réels et à des choses qui existent vraiment. Mais tout en restant vague, c'est-à-dire que même les bars, je parle de bars à Paris, ça, je les décris. Bon, quelqu'un qui connaît le bar va le reconnaître, mais je donne pas le nom, etc. Pourquoi j'ai parlé du rêve comme ça? Moi, ce qui m'intéressait, c'était de donner une espèce d'issue de secours, quoi. C'est-à-dire que le livre, il passe comme ça, il y a un côté un peu tornade, quoi. Et ces personnages n'ont pas énormément d'issue de secours, de par leur position sociale, parce qu'ils n'ont pas d'argent, de par leur situation émotionnelle, parce que leurs histoires d'amour se passent pas bien. Et je me suis dit, on a tous besoin, de toute façon, d'avoir une échappée. Et je trouve que c'était intéressant de se dire, mais en fait, ils partent via l'un d'eux qui a cette idée un peu folle, ils partent dans cette idée
complètement surréaliste en fait, quoi, que si cette vie n'est pas bonne, c'est pas grave, on en rêvera une autre, on partira dans une autre. Et c'était assez chouette pour moi, c'était aussi une manière de donner de la respiration, de donner un peu d'espoir aux gens après tout ça, quoi. J'aime bien ça parce que c'est un passage qui résume bien le titre de ce livre. Donc c'est un personnage qui aimerait bien dire quelque chose à une jeune femme, mais elle n'est pas là. Ok, j'y vais. C'est peut-être ça une vie d'homme, un éternel retour à l'ombre d'une erreur grotesque mais fondatrice. Des amours, tu parles, des petits coups d'état, oui. On essaie de régner, on essaie de réparer, on bricole. De ce séjour, je regrette tout. Si seulement je savais où elle était, je lui dirais, pour qu'elle sache que je l'ai aimée à m'en boucher les artères, que j'ai tout raté, que je le saurai toute ma vie, que je suis désolé.